Sentiment d'identité, sentiment de son être matériel, d'appartenance, de cohérence, de continuité corporelle, de différence, de valeur, d'autonomie, de confiance et d'existence. Vous pouvez me donner votre identité, mademoiselle? L'identité est quelque chose que l'on cherche, que l'on construit tout au long de notre vie, mais il y a tout de même des phases, des périodes où l'intensité de cette recherche semble plus forte. Je pense notamment à l'adolescence, mais pas que. Il y a aussi par exemple la crise de la quarantaine, l'arrivée des enfants, le mariage, la vie à deux. Il y a plein de moments charnières comme ça qui remettent en question l'identité, qui nous déstabilise, mais pas forcément dans un sens péjoratif du terme, puisque cette remise en question permet d'éviter l'inertie, permet d'éviter la cristallisation de l'être, mais ce n'est pas de cette souplesse et de cette anticristallisation que je vais parler aujourd'hui, puisque je vais plutôt parler de la création, de la construction de cette identité, car avant qu'elle se cristallise, il faut au moins qu'il y ait tout de même une certaine forme d'identité qui se soit créée, et j'ai l'impression que ma génération a du mal à créer la sienne. Je ne suis pas là dans cette vidéo pour faire une étude comparative des anciennes générations, puisqu'il y avait sûrement un certain nombre de difficultés qui mettaient à mal également la construction de l'identité, mais là je vais essentiellement me concentrer sur les difficultés qui adviennent dans le monde contemporain pour notre génération. Désormais, je vais parler de la dissonance culturelle. Je pense que vous êtes nombreux à connaître le principe de dissonance cognitive, car notre cerveau a tendance à vouloir diminuer les tensions, et donc nous avons un certain système de croyances, de représentations, et si un jour vous voyez quelque chose qui va à l'encontre de ces croyances, de ces représentations, ou que vous percevez quelque chose qui va à l'encontre, eh bien vous allez être en dissonance cognitive. C'est un état très inconfortable, où l'on se rend compte qu'il existe des phénomènes qui ne vont pas du tout dans le sens de nos croyances et de nos représentations. Et pour le principe de dissonance culturelle, c'est la même chose mais transposée à la culture. Dans chaque système, dans chaque culture, il y a un certain nombre de contradictions internes. Mais tant qu'elles sont assez minimes, les individus sont prêts à les supporter. Car nous pouvons supporter un certain nombre de contradictions tant qu'elles ne sont pas trop grosses. Et là, dans notre système contemporain occidental, il y a tout de même certaines grosses contradictions internes, par exemple l'investissement personnel qui est demandé par rapport à la répartition du pouvoir qui en résulte. Il y a un grand investissement personnel qui est demandé de tous, alors que le résultat n'est pas réparti en fonction de cet investissement personnel. Donc ça peut être une première incohérence, mais une deuxième incohérence pourrait être une recherche d'écologie, de prendre soin de la nature, tout en ayant des critères de confort de vie pour arriver à être intégrés dans la société qui sont quand même assez élevés et qui sont anti-environnementaux, qui sont plutôt anti-écologiques. Ce qui fait que là encore il y a une incohérence, une envie d'un côté d'être une personne écolo, de prendre soin de la nature, et de l'autre côté la nécessité d'avoir un smartphone, d'avoir un ordinateur, d'avoir un certain train de vie pour arriver à s'intégrer. Donc c'est tout ce type de contradictions qui peuvent mettre à mal l'identité de l'individu parce qu'il ne sait pas comment se construire à travers toutes ces incohérences. Et cette dissonance culturelle peut être encore plus marquée chez les individus fils d'immigrés qui à la maison ont un certain schéma, ont certaines exigences, des mœurs, des coutumes qui sont d'une certaine manière, et qui dehors ont des exigences qui sont totalement différentes. Cela va créer une forme de clivage en eux, avec un comportement qui sera totalement différent entre le comportement qu'ils doivent avoir chez eux et le comportement qu'ils doivent avoir à l'extérieur. Et là encore, c'est assez difficile dans la construction de l'identité, puisque les exigences sont totalement différentes selon l'environnement, et il faut savoir se faire caméléon. Un autre point qui met à mal la création d'identité, c'est le manque de figures identificatoires stables. Je pense en premier lieu à la famille. Bon, il y a toujours eu des personnes qui se sont faites un peu délaissées par leur famille, qui n'ont pas eu d'affection, etc., etc. Mais là, c'est plutôt la structure familiale qui est mise à mal, puisqu'il y a des familles monoparentales, il y a des familles qui se délitent, qui divorcent, il y a des formes de dislocation de ce noyau qui était à la base stable, de ces deux piliers qui sont censés être stables et qui permettent la création d'une identité qui est pérenne. Et là, il y a cette forme d'instabilité dès les premiers instants de la vie, les instants où normalement l'enfant devrait être dans une illusion du
tout va rester toujours comme ça, mes parents vont toujours s'aimer, mes parents vont toujours m'aimer, vont toujours rester stables, vont toujours rester dans ce noyau qui est inébranlable, et bien là, il n'y a pas cette illusion de départ qui permet une création de l'identité qui est stable et qui est saine. Donc déjà, ça met vraiment à mal la création d'identité des enfants qui naissent dans des familles instables, mais de plus, les autres figures identificatoires, il y en a beaucoup qui ont été détruites avec le temps, et je pense également à la religion, qui est beaucoup moins présente de nos jours, mais qui était une bonne figure identificatoire, car pour le coup, il n'y a pas plus stable que la religion ne peut pas abandonner ses croyants, donc à part s'ils viennent à l'encontre des bonnes mœurs, mais sinon, la religion c'est quelque chose de stable, à quoi s'identifier, et qui ne peut pas partir, donc c'est une figure identificatoire qui est plutôt considérée comme stable. Désormais, il y a beaucoup plus d'identification à son travail, qui pour le coup n'est pas forcément une figure identificatoire stable, et le problème c'est que tous les œufs sont mis dans le même panier. Il n'y a pas je suis un peu catholique, mais je suis aussi un peu forgeron, et aussi j'appartiens à ma famille, à ma communauté. Il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à 100% à leur travail, et c'est un peu dangereux de mettre tous ses œufs dans le même panier, car si un jour cette personne perd son travail, eh bien elle perd quasiment son identité, donc c'est pour cela qu'il est plus avantageux d'avoir une identité qui a plusieurs appuis, mais avec la destruction d'un certain nombre de figures identificatoires, eh bien cela devient de plus en plus complexe. Un autre point qui est mis à mal, c'est une grande forme de relativisme dans les croyances. Nous n'avons pas de paradigmes qui nous permettent une lecture guidée du monde, puisque tous les paradigmes semblent similaires. Tous les paradigmes sont mis sur un même pied d'égalité, car on nous présente un certain nombre de croyances, par exemple le bouddhisme, le catholicisme, l'islam, tous sur un même pied, en nous disant « tu peux choisir ce que tu veux ». Ce qui fait qu'on en arrive à un certain nombre de personnes qui peuvent choisir des éléments comme ils rajouteraient des épices dans une recette. Un peu d'aneth, un peu de poivre, là c'est bon, ça me paraît bien. Un petit Bouddha dans le jardin, des petits chakras, petits yoga chakras. C'est vraiment à la carte. Et c'est cet aspect à la carte qui empêche la notion d'absolu. La notion d'absolu qui permet une certaine assise à la croyance. Et là, le fait que tout nous soit présenté sur un même pied d'égalité, que nous puissions choisir, et qu'il n'y ait pas une prégnance d'une seule des croyances qui juste s'impose à nous, eh bien cela détruit la notion d'absolu. Après, je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Moi-même je ne suis pas croyante, donc je vais pas commencer à dire il faut que tout le monde se mette à croire pour arriver à créer une identité. Non, moi-même je ne crois pas, donc et je pense avoir quand même une identité qui n'est pas en délitement, mais je pense qu'un certain nombre de personnes, oui, ça pourrait les aider d'avoir une religion qui est stable, mais sauf que là, même imaginons une croyance qui est sans concession, une personne qui n'est pas là à faire un mélange entre plein de croyances, eh bien, avec la proximité de l'altérité, il va voir son homologue naître vraiment à deux pas de chez lui, et son homologue qui est né dans une famille qui est d'orientation, qui est plus de croyances musulmane, va devenir musulman. Et lui qui est né dans une famille catholique va devenir catholique. Comme par hasard. Donc à ce moment-là, ce rapprochement avec l'altérité et voir que l'environnement fait clairement la croyance, ça ne peut amener qu'à une forme de relativisme et de se dire d'accord, c'est clairement mon homologue, il est né dans un environnement totalement différent qui croyait en l'islam et il est devenu musulman. Bon. Et moi, je suis née dans un environnement catholique, je suis devenue catholique. Et lorsque nous vivions que entre catholiques, il n'y avait pas ce questionnement, puisque dans tous les cas, vos voisins, vos homologues, c'était tous catholiques. Donc il pouvait plus facilement y avoir cette notion d'absolu, car il n'y avait pas cette rencontre avec l'altérité qui faisait de se dire mais moi si j'étais née dans son environnement, peut-être que je serais devenue comme lui. Un autre point que je voulais aborder qui met à mal l'identité, c'est le rôle de nos intellectuels. Intellectuels qui longtemps ont eu à la fois le rôle de critique, mais aussi le rôle de création de paradigmes. Or, ils n'honorent plus ce rôle. Et ils honorent uniquement le rôle de critique, le rôle de destruction de paradigmes. Ils passent leur temps à nous dire pourquoi ne pas croire, mais pas pourquoi croire. Ce qui pose problème dans la création d'une identité. Et
justement, on pourrait se dire que c'est bien d'avoir un œil critique, mais il ne s'agit pas vraiment d'un paradigme qui est proposé comme le serait le scepticisme par exemple. Là, il s'agit purement d'une posture et pas vraiment d'une méthodologie critique. Et vous pourriez me dire qu'il y a des mouvements, des courants qui ont été créés récemment, je pense notamment au féminisme, à l'antiracisme, à toute cette mouvance intersectionnelle entre les luttes, mais tous ces mouvements ne suivent pas une volonté d'humain idéal, ne donnent pas une figure identificatoire, puisque ce sont des mouvements de réactance. Il s'agit uniquement de ce qu'il ne faut pas faire et pas ce qu'il faut devenir. Vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, sinon ça risque de blesser, ça risque d'avoir telle conséquence. Donc il s'agit pas vraiment de mouvements dont on peut utiliser l'assise pour créer une identité. Désormais, je vais parler de la création d'identité à travers les réseaux sociaux. Et pour commencer, les esthétiques qui sont trop caricaturales. Je pense notamment à l'exemple cliché qui est la dark féminine et la light féminine. La dark féminine, pour vous décrire cela, c'est une femme qui est plutôt dans des couleurs sombres, un peu sexy, qui peut typiquement être avec des vêtements noirs assez sexy, un rouge à lèvres rouge, et qui va avoir tendance à manipuler les hommes pour arriver à ses fins, qui est assez intelligente, assez stratège. We'll never meet another girl like me again, I can promise you that. You seem very sure of yourself. Yes, because understand, there's no other girl in the world quite as perfect as me. Et la light féminine, c'est totalement l'inverse. C'est la petite fille un peu naïve, dans une esthétique plus enfantine, qui est très gentille, joviale, très douce, et qui est dans des couleurs plutôt blanches, elle va souvent être blonde, elle va être dans des couleurs très épurées, très claires. Donc ce sont des esthétiques qui sont totalement opposées. Et lorsque je parlais de ces esthétiques à mes amies et que je leur demandais ce qu'elles en pensaient, elles avaient tendance à me dire « Non mais c'est trop cliché, il vaut mieux choisir un entre-deux, toutes les femmes sont des entre-deux, elles sont pas soit l'un soit l'autre. » Et là réside le piège. C'est-à-dire que elles se sont rendues compte que c'était cliché, que c'était caricatural. Mais sauf que là, le biais cognitif, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, je sais pas, c'est vraiment un biais cognitif, c'est d'avoir à choisir entre deux choix. Pourquoi on devrait dire que notre expression, notre identité ne devrait s'exprimer que à travers deux polarités? Je pourrais très bien dire, eh bien non, moi j'ai un autre type de féminité et ça s'exprime entre trois pôles, ou même que ce soit multipolaire, qu'il y ait juste plein de manières d'exprimer sa féminité et que on soit positionné plus ou moins selon chaque spectre et que ce soit un mélange de tous ces spectres. Je pourrais imaginer la nature féminine, où c'est une femme qui est habillée en vert dans la nature et qui aime parler aux animaux et dessiner dans la nature, et bien on pourrait rajouter ce troisième pôle et organiser notre féminité entre ces trois pôles. Rajouter un work féminine comme il y a les girl boss et rajouter ce pôle là et réfléchir entre tous ces pôles. Donc là le problème de ces esthétiques qui se répondent et qui sont en termes de polarité opposée, c'est qu'on oublie que juste on peut sortir de cette polarité et on pense être nuancé en réfléchissant qu'avec ces deux polarités, en disant non mais moi je suis pas caricaturale, je suis entre les deux. Oui, mais tu n'es pas entre les deux, tu es juste plus que ça, tu es bien plus que cette polarité. Et je pense que c'est un petit peu le piège de ce genre de polarité. Et justement, même moi, en disant multipolaire, là encore, je pourrais dire que c'est encore trop mettre dans des catégories quelque chose qui peut avoir une expression qui est infiniment différente selon les personnes. Bon, après, je pense que c'est un petit peu une tendance humaine à vouloir toujours catégoriser, mais tant qu'à le faire, autant ne pas être caricatural dans la manière de le faire. Et nous pourrions aussi penser à toutes les personnes qui s'auto-catégorisent, parce que c'est un petit peu le but des réseaux sociaux. Lorsqu'on met des hashtags par exemple, c'est d'être retrouvé par rapport à la catégorie à laquelle on appartient, en mettant fille girl, en mettant girl boss, en mettant plein d'hashtags différents. Donc les gens en viennent à s'auto-catégoriser de manière très grossière pour arriver à trouver une place dans cet algorithme. Je voulais désormais parler du temps de l'identité reine. Donc déjà, je pense que dans notre génération,
la création de l'identité prend une place clairement très importante, mais j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo que j'ai prévu de faire sur la création de l'identité à la carte et les mal-être que ça peut créer, mais justement je voulais faire 2 vidéos parce que sinon celle-là allait encore faire 1 heure parce que l'autre va être très grosse et j'ai pas envie de vous inonder de vidéos d'1 heure. Donc je vais vous faire plutôt 2 vidéos qui sont sur des thèmes distincts, mais j'ai prévu de vous parler d'Ehrenberg dans l'autre vidéo et justement de cette identité qui peut être créée un peu plus à la carte et qui crée une forme de déstabilisation, car nous avons le choix en théorie, après ça veut pas dire qu'en pratique nous avons le choix de la création de notre identité, et c'est pour cela que nous avons une surresponsabilisation dans la création de cette dernière. Donc là justement ce à quoi je pensais, c'est tous les auto-entrepreneurs qui ont popé sur les réseaux sociaux et qui vont lier leur création d'identité à leur entreprise. Je pense notamment à une femme que j'ai beaucoup vue qui faisait des sortes de sprays pour les cheveux, pour éclaircir les cheveux, et qui avait créé toute une histoire autour de ça en disant que c'était la recette de sa grand-mère, qu'elle avait beaucoup aimé lorsqu'elle était petite, que ça marchait bien, et donc elle avait réussi à recréer la recette de sa grand-mère. Donc il y a toujours toute une histoire derrière qui est une histoire très personnelle, qui fait partie de la création d'identité de la personne qui a créé l'entreprise et qui va être liée à l'entreprise. Ce qui fait que vous vous doutez bien que la création de cette histoire n'est pas forcément vraie et qu'elle est souvent soit inventée, soit extrapolée. Donc il y a toujours un calcul derrière, et je pense que c'est un petit peu ce qu'on nous demande sur les réseaux sociaux, c'est toujours de bien calculer la manière dont on montre notre identité, dont on se crée une identité, et ce qui empêche cet aspect qui va de soi dans l'identité. Cet aspect un peu léger qui fait qu'on n'est pas là à surintellectualiser la manière dont on est au monde, la manière dont juste on se présente et notre identité. Là on est obligé de tout prévoir, tout anticiper, la manière dont ça va être perçu, car cet aspect de présentation est d'autant plus important sur les réseaux sociaux que dans la vie quotidienne, où dans tous les cas on peut moins suranticiper car il y a plein d'aléas qui rentrent en compte, donc il y a moins ce calcul qui peut être fait que sur les réseaux sociaux, où finalement la création de cette identité peut vraiment être calculée de A à Z, car on peut faire du montage, on peut faire du montage à la fois photo et vidéo, on peut prévoir quand est-ce qu'on va parler de tel sujet, quels mots on va utiliser, donc tout peut être calculé dans la présentation de notre identité. Désormais, je vais aborder le thème du réajustement qui est biaisé sur les réseaux sociaux. Le réajustement, c'est toutes ces petites prises de curseur que l'on fait au quotidien pour arriver à se réajuster par rapport aux autres et par rapport à ce que l'on veut renvoyer. Par exemple, si vous voulez renvoyer l'image d'une fille pudique et que vous êtes dans un environnement avec que des filles qui sont en crop top et en short ultra court, eh bien il vous suffit de mettre un t-shirt normal et un pantalon et vous serez considéré comme pudique par rapport à elle. Mais si vous êtes dans un environnement avec uniquement des filles voilées, eh bien il faut que vous soyez encore plus voilée qu'elle pour être considérée comme une fille pudique. Donc c'est ce curseur qui est toujours à réajuster par rapport à son environnement pour arriver à avoir des caractéristiques qui ressortent par rapport aux autres, ou au contraire ne pas ressortir si vous n'avez pas envie de ressortir. Et là sur les réseaux sociaux, ce réajustement est un petit peu biaisé, car si vous avez tendance à vous réajuster par rapport à ce que vous voyez et que sur les réseaux sociaux vous ne voyez que des filles qui sont ultra sexualisées, qui ont des formes énormes, eh bien vous aurez tendance à vous dire mais je ne corresponds pas du tout à ça, il faut que je fasse 10 fois plus d'efforts pour arriver à correspondre à ça. Et donc ce réajustement est totalement biaisé et ça peut créer un mal-être dans la création d'identité, où justement comme sur les réseaux sociaux il n'y a que les extrêmes qui sont montrés, que des couples parfaits, que des corps parfaits, et bien ce réajustement et cette
relativisation que l'on voit au quotidien lorsque on se dit bon j'ai pas une très belle peau et que là on marche dans la rue et qu'on voit que personne n'a une très belle peau, et bien cela ne peut pas fonctionner sur les réseaux sociaux car il n'y a que ce qui est beau qui est montré, ce qui est parfait, ou pas forcément ce qui est beau, il n'y a pas des choses très belles, mais ce qui est un peu extrême qui est montré. Donc ce réajustement est totalement faussé parce qu'il n'y a que les extrêmes. Et donc si on fait le lien avec la création d'identité, c'est un petit peu la même chose pour certains courants idéologiques. Par exemple, si vous essayez de vous positionner politiquement et que vous ne voyez sur les réseaux sociaux que des personnes hyper à gauche ou des personnes qui sont vraiment très conservatrices, très à droite, et bien votre curseur va être un petit peu perturbé par rapport au quotidien où juste la plupart des gens ne sont pas très politisés et sont plutôt dans une forme d'entre-deux. Ils ne sont ni très à gauche ni très à droite. Après tout dépend de votre environnement et de votre cercle social, mais sur les réseaux sociaux, quel que soit le sujet, dans la création d'identité, cela ne permet pas de réajuster son curseur. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était la simplification par anticipation de votre identité. Car nous avons tous tendance à ranger les individus dans des cases simplificatrices. C'est totalement normal, cela permet d'anticiper leurs actions. Par exemple, si nous rencontrons une jeune fille qui a les cheveux roses, teints en rose ou en bleu, qui a plein de tatouages, qui a un gros trait d'eyeliner, il y a de grandes chances pour qu'on ait tendance à projeter sur elle le fait qu'elle soit plutôt de gauche, le fait qu'elle soit peut-être émotionnellement instable. Il y a plein de choses qu'on peut projeter sur elle, alors que si ça se trouve, elle est tout l'inverse. Si ça se trouve, elle est plus conservatrice, peut-être que c'est la personne la plus stoïque qui existe sur cette planète, mais c'est peu probable. Donc nous avons tendance à projeter pour arriver à anticiper toutes ces actions, ce qui fait qu'au quotidien, si vous projetez bien, vous êtes très peu étonné des actions des gens parce que en général ce que nous projetons n'est pas si éloigné de la réalité. Mais néanmoins il y a plein de nuances que nous avons en tant qu'individus qui sortent de cet aspect caricatural de ce que nous renvoyons. Et moi la première, j'aime énormément les arts martiaux alors que je projette une image je pense qui est plutôt du style à faire de la danse que des arts martiaux. Donc à chaque fois que je dis j'aime les sports de combat, les arts martiaux, et que j'ai fait de la boxe, du MMA, etc. Les gens sont là, d'accord, bon, et j'ai l'impression qu'ils sont un peu en bug mental. Donc je pense qu'il y a un certain nombre d'activités qu'on peut s'empêcher de faire parce qu'on a l'impression que ça ne va pas avec notre identité. Et c'est le cas pour les arts martiaux, ça ne va pas avec mon identité, et pourtant j'aime énormément ça, et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à anticiper le fait de ne pas faire certaines choses parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas aller avec leur identité. Et j'admire vraiment les personnes qui ne se soucient pas de ça, et je pense notamment à... je ne sais plus comment elle s'appelle, à Solène, de la chaîne L'élégance à la française. J'avais déjà parlé d'elle en plus dans une autre vidéo, elle va croire que je suis fan d'elle, mais dans ses vidéos, elle a tendance à montrer différentes facettes de sa personnalité. À la fois, elle montre une facette plutôt élégante et très douce, très délicate, mais à la fois, elle a une facette très sexy, parce qu'elle fait des cabarets, si je ne m'abuse, et elle a tendance à être beaucoup critiquée pour ça parce que ça ne colle pas avec le reste de son identité qui prône l'élégance à la française. Et l'élégance, il y a une certaine forme de pudeur, en tout cas vestimentaire, qui est prônée, mais aussi morale, qui ne va pas du tout avec le cabaret. Mais pourtant, elle le fait quand même parce que juste, elle aime ça et que ça fait partie de sa personnalité multiple. Et ça, c'est quelque chose que j'admire énormément, des personnes qui ont tendance à faire juste ce qui leur plaît sans se soucier de est-ce que ça va coller avec l'image que j'ai projetée, et elle se fait beaucoup critiquer sur ça, mais elle tient quand même et elle continue à faire ce qu'elle aime. Vous le savez, je faisais de la danse de cabaret, maintenant je fais du heels, donc des danses plutôt sexy sur des talons, et là j'ai appris la démarche, j'ai appris à avoir une bonne posture, à bien me tenir, à être charismatique en fait, j'ai développé ça en faisant de la danse. Et donc ça c'est quelque chose qui est très important et qui est juste essentiel, c'est ne commencez pas à vous auto-simplifier par anticipation que les autres le fassent. Dans tous les cas, les autres vont vous simplifier parce que c'est plus simple pour leur réflexion. Donc ne commencez pas à vous auto-simplifier parce que vous êtes par essence une personne nuancée et que ce serait juste dommage de vous auto-simplifier. Et en plus, la plupart des gens, même s'ils ont tendance à
à simplifier pour arriver à réfléchir plus rapidement. Lorsqu'ils apprennent à connaître une personne, ils sont toujours très heureux d'arriver à apprécier toutes leurs différentes facettes, toutes les différentes nuances qui vont les surprendre, parce que c'est toujours agréable de voir que tout n'est pas prévisible et que les personnes ont des multiples facettes. Cette vidéo se touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'impression que notre génération a tendance à avoir une crise de l'identité ou pas. Parce que là j'ai énoncé un certain nombre d'éléments qui peuvent mettre à mal la création d'identité, mais j'ai du mal à savoir si réellement il y a une crise de l'identité dans le sens où il y a un mal-être identitaire, ou si c'est que la plupart des personnes de notre génération se posent davantage de questions sur leur identité. Parce qu'on peut se poser des questions sans être en crise de l'identité. Et à la base, si je me demandais si on était en crise de l'identité, je pensais notamment à un certain nombre de points, comme les personnes qui ont tendance à ne plus trop savoir à quel genre elles appartiennent, mais je sais pas s'il s'agit d'une crise de l'identité ou si on peut juste ranger ça dans des questionnements identitaires. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, parce que je n'ai pas vu d'études qui sont des études qualitatives qui parlent de ce ressentiment d'identité de manière longitudinale, qui aurait pu me permettre de comparer dans le temps ce sentiment d'identité, est-ce qu'il a tendance à plutôt être mis à mal ou non par rapport aux époques précédentes. Mais c'est pour ça que j'ai préféré me concentrer plutôt sur les points qui peuvent mettre à mal cette création d'identité, pour voir si ce sont des points qui sont suffisamment problématiques dans la création d'identité pour qu'on puisse appeler notre période une période de crise de l'identité. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire et à bientôt.